Je suis arrivé chez mes parents, monsieur et madame Dubois, juste au moment où il hurlait sur ma fille de 6 ans. Lave bien ces assiettes, petite bonne à rien, criait-il, tandis que les filles de ma sœur ricanaient. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai immédiatement annulé les virements pour le remboursement de leur prêt immobilier, et la banque a fini par saisir leur maison. Je m'appelle Étienne, j'ai 34 ans, et ma vie tourne entièrement autour de Sophie, ma fille. Je l'ai adoptée quand elle avait à peine 2 ans. Dès le premier instant où je l'ai vue, j'ai su qu'elle serait mon univers. Ses grands yeux pétillants, son rire timide, et la façon dont elle s'accrochait à mon doigt avec sa petite main m'ont conquis. Peu importe qu'elle ne porte pas mon sang, pour moi, c'est ma fille dans tous les sens du terme. Mais tout le monde dans ma famille ne pensait pas de la même façon. Mes parents, Jean et Monique Dubois, n'ont jamais vraiment accepté Sophie. Dès le début, quand je leur ai annoncé ma décision de l'adopter, leurs visages se sont tordus. « Pourquoi ne cherches-tu pas une femme et n'as-tu pas tes propres enfants ?» m'a dit ma mère, comme si Sophie était une erreur, un caprice. Mon père, plus direct, a lâché, « Elle n'est pas de notre sang, Étienne, ce n'est pas pareil. » Ces mots se sont plantés en moi comme des couteaux, mais je les ai ignorés. Je pensais qu'avec le temps, il changerait, qu'il verrait l'ange qu'est Sophie. Je me suis trompé. Malgré cela, j'ai toujours essayé de maintenir une relation correcte avec eux. Non pas pour moi, mais parce que je croyais que la famille devait être unie. De plus, mes parents n'étaient pas dans une situation économique brillante. Il y a quelques années, ils ont tous les deux perdu leur emploi. Mon père travaillait dans une usine près de l'île qui a fermé, et ma mère, secrétaire, n'a jamais retrouvé d'emploi stable. Ils m'ont demandé de l'aide, et moi, en bon fils, j'ai accepté. J'ai commencé à payer une partie de l'hypothèque de leur maison, une vieille mais grande demeure familiale située en périphérie de Lyon, où j'ai grandi avec ma sœur, Claire. Ce n'était pas une petite somme, mais j'avais un bon travail d'ingénieur dans une entreprise de construction à Paris, ce qui me permettait de me le permettre. Chaque mois, je transférais une somme considérable pour qu'ils ne perdent pas leur foyer. C'était ma façon d'aider, même si j'ai toujours eu le sentiment qu'ils n'en étaient pas suffisamment reconnaissants. Claire, ma sœur cadette, a 2 filles, Léa et Manon, âgées de 7 et 5 ans. Elles étaient les reines de la maison de mes parents. Chaque fois qu'elles rendaient visite, Jean et Monique se pliaient en 4 pour elles. Ils leur achetaient des jouets, les gâtaient, les emmenaient au parc de la Tête d'Or. Je n'avais aucun problème avec ça, au contraire, j'étais content que mes nièces soient heureuses. Mais j'ai toujours remarqué un traitement différent envers Sophie. Quand nous emmenions les 3 filles chez mes parents, ils prêtaient à peine attention à ma fille. Parfois, ils ne l'incluaient même pas dans les jeux ou les activités. Je laissais passer, pensant que c'était peut-être mon imagination, qu'ils ne voulaient pas la dévaloriser. Je voulais croire qu'ils n'étaient que des grands-parents maladroits, pas cruels. Un jour, j'ai décidé que Sophie devait passer plus de temps avec ses cousines. Je voulais qu'elles grandissent ensemble, qu'elles aient une relation proche, comme celle que j'avais avec Claire quand nous étions enfants. Sophie est une enfant douce, toujours souriante, toujours à la recherche d'amis. J'ai pensé qu'une journée à jouer avec Léa et Manon chez mes parents serait parfaite pour qu'elles se rapprochent. De plus, j'avais une réunion importante au travail, alors laisser Sophie avec eux me semblait une bonne idée. Je leur ai dit de prendre soin d'elle, de la laisser jouer avec ses cousines, et je me suis assuré qu'ils comprenaient qu'elle ne serait là que quelques heures. « Ne t'inquiète pas, Étienne » a dit ma mère avec un sourire qui, en y repensant maintenant, me semble si faux. Elle sera bien ici. Ce matin-là, j'ai déposé Sophie chez mes parents. Elle portait son petit sac à dos rose avec quelques jouets et un sourire immense. « Je vais jouer avec mes cousines, papa » m'a-t-elle dit, et je lui ai donné un baiser sur le front, lui promettant de revenir la chercher après le travail. Je suis parti serein, confiant que tout irait bien. Comme j'étais naïf. La journée au bureau fut longue. La réunion s'est prolongée plus que prévu, et quand j'ai fini, il faisait presque nuit. J'ai roulé jusqu'à la maison de mes parents, impatient de revoir Sophie et d'entendre ses histoires sur ses jeux avec ses cousines. Mais quand je suis arrivé, quelque chose clochait. La porte d'entrée était entr'ouverte, et de l'extérieur, j'entendais des voix dures, âpres. L'une d'elles était celle de ma mère, Monique, et elle sonnait furieuse. « Lave bien ces assiettes, petite bonne à rien. Regarde, elles sont encore sales » a-t-elle crié. Je me suis figé. À qui parlait-elle ainsi? Je suis entré sans faire de bruit,
et ce que j'ai vu m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Sophie, ma petite Sophie de 6 ans, était debout sur une caisse en bois dans la cuisine, les mains plongées dans l'évier rempli de mousse. Ses petits bras atteignaient à peine les assiettes, et son visage était rouge, les larmes coulant sur ses joues. Elle sanglotait, essayant de nettoyer une grande assiette qu'elle pouvait à peine tenir. Pendant ce temps, les filles de ma sœur, Léa et Manon, se moquaient de Sophie, les mains remplies de jouets. Elle jouait, insouciante, tandis que mes parents forçaient ma fille à faire le ménage. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je crié en entrant dans la cuisine. Sophie a levé les yeux, et quand elle m'a vu, elle a couru vers moi, m'étreignant fort. Ses mains étaient mouillées et tremblaient. « Papa, je suis désolée, je ne sais pas bien laver les assiettes », a-t-elle sangloté contre ma poitrine. J'ai ressenti une fureur que je n'avais jamais ressentie auparavant, comme si quelque chose en moi se brisait. « Pourquoi Sophie fait-elle la vaisselle ?» ai-je demandé en regardant mes parents. Ma voix tremblait de rage. « Pourquoi la traitez-vous comme une domestique alors que Léa et Manon se moquent d'elle ?» Ma mère s'est approchée avec cette expression de « ce n'est pas si grave » qu'elle utilisait toujours quand elle voulait justifier quelque chose. « Étienne, calme-toi, nous lui apprenons juste à être utile. C'est bien qu'elle apprenne dès son plus jeune âge. » Non, ne sois pas exagéré. Exagéré, ai-je répété, presque sans croire ce que j'entendais. C'est une enfant de 6 ans, elle devrait jouer avec ses cousines, pas faire la vaisselle qu'elle ne peut même pas atteindre. Et en plus, vous lui criez dessus en la traitant d'inutile. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Mon père, qui n'avait rien dit jusqu'alors, a déclaré « Écoute, Étienne, ce n'est pas si grave, nous lui avons juste demandé d'aider un peu. Les filles de Claire n'ont pas à faire ça parce que, eh bien, ce sont nos vraies petites filles. » Ces mots ont été comme un coup de poing dans l'estomac. De vrai, ai-je dit d'une voix basse mais pleine de mépris. Alors Sophie n'est pas vraie? C'est pour ça que vous la traitez comme de la saleté? Parce qu'elle est adoptée? Ma mère a essayé d'adoucir les choses, ce n'est pas ça, Étienne, nous voulons juste qu'elle soit responsable, nous ne la traitons pas mal. Mais ces mots sonnaient creux, faux. Sophie continuait de m'étreindre, tremblante, et je ne pouvais penser qu'à la sortir de là. Vous ne l'aimez pas, ai-je dit en les regardant tous les deux. Vous ne l'avez jamais aimée. Vous l'avez toujours traitée différemment. Et maintenant ça, vous la faites faire la vaisselle pendant que vous gâtez les filles de Claire? Quel genre de grands-parents font ça? Mon père a élevé la voix, ne va pas trop loin, Étienne, c'est notre maison et ici, nous faisons les choses comme nous voulons. Si ça ne te plaît pas, emmène la petite et c'est tout. C'était tout ce dont j'avais besoin d'entendre. J'ai pris Sophie dans mes bras, j'ai attrapé son petit sac à dos et je suis sorti de cette maison sans me retourner. Alors que je marchais vers la voiture, j'ai entendu ma mère crier « N'exagère pas, Étienne. Reviens ici. » Mais je ne suis pas revenu. Je ne pouvais pas après ce qu'ils avaient fait à ma fille. Sur le chemin du retour, Sophie n'a pas dit grand-chose. Elle était silencieuse, le regard perdu dans la fenêtre. J'ai essayé de lui parler, de lui demander comment elle allait, mais elle ne répondait que par monosyllabes. « Papa, pourquoi les grands-parents ne m'aiment pas ?» m'a-t-elle demandé à un moment donné, et je jure que j'ai senti le monde s'effondrer. Comment expliquez-vous à une enfant de 6 ans que les personnes qui devraient l'aimer la rejettent pour quelque chose d'aussi stupide que de ne pas partager leur sang? Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, ma petite, lui ai-je dit en essayant de paraître fort, bien que je sois détruit à l'intérieur. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, et je t'aime de tout mon cœur. C'est ça qui compte. Cette nuit-là, après avoir couché Sophie, je me suis assis dans le salon avec une bière à la main, repensant à tout ce qui s'était passé. La rage ne me quittait pas. Je me suis rappelé toutes les fois où mes parents avaient fait des commentaires désobligeants sur elle, toutes les fois où ils l'avaient mise de côté pendant qu'ils dorlotaient Léa et Manon. Je me suis rappelé aussi tout l'argent que j'avais dépensé pour eux, les paiements de l'hypothèque, les factures, les services. Et puis j'ai pris une décision. Je n'allais pas continuer à les aider. Pas après ce qu'ils avaient fait à ma fille. S'ils ne pouvaient pas l'aimer comme elle le méritait, ils ne méritaient rien de moi. J'ai donc appelé ma banque et annulé les paiements de leur prêt immobilier, ainsi que l'aide mensuelle que je leur envoyais pour qu'ils puissent vivre décemment. Les jours suivants furent un défi. Je devais remonter le moral de ma fille Sophie, car ce que mes parents lui avaient fait était un traumatisme pour elle. Elle passait son temps à dessiner et était plus silencieuse que d'habitude.
Ma routine consistait à rentrer du travail et à lui apporter des jouets ou tout ce qui pouvait la faire se sentir mieux. Le week-end, nous allions au parc Monceau à Paris, nous lui achetions sa glace préférée, et nous flânions dans les allées des cafés du quartier Saint-Germain-des-Prés, mais rien ne semblait fonctionner. Elle restait silencieuse et triste, comme une petite fleur fanée. Quelques semaines après l'incident chez mes parents, mon téléphone a commencé à vibrer sur la table de la cuisine. Je préparais le dîner pour Sophie, qui jouait avec ses crayons de couleur dans le salon, fredonnant une chanson apprise à l'école. J'ai regardé l'écran, c'était mon père, Jean. J'ai hésité une seconde avant de répondre, mais une partie de moi voulait entendre ce qu'il avait à dire. Peut-être, ai-je pensé, aurait-il le courage de s'excuser pour ce qu'ils avaient fait à ma fille. Étienne ? Sa voix sonnait tendue, presque désespérée. La banque nous a envoyé une lettre, ils disent que les paiements de l'hypothèque sont en retard. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est toi qui les faisais toujours. Il y avait un soupçon de reproche dans son ton, comme si j'étais obligé de continuer à soutenir leur monde pendant qu'ils détruisaient celui de Sophie. Je suis resté silencieux un instant, sentant la rage que j'avais essayé de calmer se rallumer. Payez-le vous-même, ai-je répondu avec une froideur qui m'a surpris moi-même. Je ne vous donnerai plus un centime. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu ma mère, Monique, pousser un cri étouffé. « Mon fils, tu ne peux pas nous faire ça » a-t-elle exclamé, l'écoutant clairement par haut-parleur. « C'est notre maison, la maison où tu as grandi. Nous n'avons pas de travail, tu le sais. S'il te plaît, ne sois pas si cruel. » Sa voix s'est brisée, mais je n'ai pas ressenti de pitié. Ses larmes sonnaient fausses, comme si elle jouait la comédie pour me manipuler. Cruel, ai-je répété, serrant le téléphone si fort que j'ai cru le casser. Cruel, c'est de laisser payer l'hypothèque d'une maison qui n'est pas la mienne, ou cruel, c'est de crier sur une enfant de 6 ans en la traitant d'inutile pendant que vous la faites faire la vaisselle qu'elle ne peut même pas atteindre. Cruel, c'est de la faire se sentir insignifiante pendant que vous gâtez les filles de Claire. Dis-moi, maman, qui est le cruel ici ? Il y eut un silence pesant. Je pouvais les imaginer dans leur salon, regardant le téléphone, cherchant des mots pour se défendre. Finalement, mon père a parlé avec ce ton autoritaire qu'il utilisait quand il voulait s'imposer. « Étienne, tu exagères. Nous lui avons juste demandé d'aider un peu. Ce n'est pas si grave. C'est une enfant, elle doit apprendre à être utile. » Utile ? Ai-je presque crié, mais j'ai baissé la voix pour ne pas alerter Sophie, qui continuait de colorier dans le salon. Sophie n'est pas votre domestique. C'est ma fille, et vous l'avez humiliée, vous l'avez fait pleurer, vous l'avez traitée comme si elle ne faisait pas partie de la famille juste parce qu'elle est adoptée. Vous croyez que je n'ai pas remarqué comment vous l'ignoriez, comment vous la mettiez toujours de côté pendant que vous remplissiez de jouets Léa et Manon ? Je ne continuerai pas à aider des gens qui traitent ma fille comme de la saleté. Ce n'est pas ça, Étienne, est intervenue ma mère, maintenant sur un ton suppliant. Nous voulions juste lui apprendre la responsabilité. Nous ne la haïssons pas. C'est juste que, eh bien, ce n'est pas pareil. Les filles de Claire sont nos petites filles de sang, c'est différent. Ces mots ont été comme un couteau. Différent, ai-je répété, sentant un nœud dans ma gorge. Pour moi, il n'y a pas de différence. Sophie est ma fille et je l'aime plus que tout au monde. Mais pour vous, elle ne sera jamais suffisante, n'est-ce pas ? Elle sera toujours l'adoptée, celle qui ne compte pas. Eh bien, c'est fini. Je ne veux plus que vous l'approchiez. Et je ne continuerai pas à payer pour vous. Débrouillez-vous seul. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mon cœur battait fort et mes mains tremblaient. J'ai bloqué leur numéro immédiatement, car je savais qu'ils essaieraient de me rappeler, de me remplir d'excuses, de supplications vides. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. Ils avaient franchi une ligne, et je n'étais pas disposé à leur pardonner. Des semaines passèrent, et le silence de mes parents fut remplacé par un appel de ma sœur Claire. Sa voix était chargée de colère, presque tremblante d'indignation. « Étienne, comment as-tu pu » a-t-elle commencé sans saluer. « Papa et maman ont été expulsés de la maison. La banque l'a saisi. Ils sont à la rue à cause de toi. Comment peux-tu leur faire ça ? Ce sont tes parents. » Je me suis assis sur le canapé, regardant Sophie qui construisait une tour de blocs sur le tapis. Son rire doux m'a donné la force de ne pas céder aux mots de Claire. « Ce n'est pas ma faute » ai-je répondu, calme mais ferme.
Ils ont décidé de traiter ma fille comme si elle ne faisait pas partie de la famille. Ils l'ont humiliée, Claire, ils l'ont fait laver la vaisselle pendant que tes filles jouaient avec des jouets neufs. Ils lui ont crié dessus, ils l'ont fait pleurer. Tu veux que je continue à payer leur prêt immobilier comme si de rien n'était? Il n'est pas de ma responsabilité d'entretenir des personnes qui ne respectent pas Sophie. Claire est restée silencieuse un instant, mais a ensuite explosé, tu es un égoïste. Tout ça pour une bêtise. Maman et papa n'ont nulle part où aller, Étienne. Ça ne te dérange pas? Ce sont tes parents, bon sang. Et tout ça parce que Sophie a fait la vaisselle? Tu exagères. Exagéré, ai-je dit, sentant la rage remonter. Claire, ce n'est pas seulement qu'elle ait fait la vaisselle. C'est qu'ils l'ont traitée comme une domestique, comme si elle ne valait rien. Ils l'ont traitée d'inutile pendant que tes filles étaient les princesses de la maison. Tu sais ce que Sophie m'a demandé cette nuit-là? Papa, pourquoi les grands-parents ne m'aiment pas? Tu peux imaginer ce que j'ai ressenti? Non, Claire, je n'exagère pas. Ils ont franchi une ligne, et je ne soutiendrai plus ceux qui blessent ma fille. Mais tu ne peux pas les laisser à la rue. A insisté Claire, maintenant sur un ton plus doux, presque suppliant. Ce sont nos parents. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si tu t'inquiètes tant pour eux, aide-les toi, ai-je coupé sans laisser de place à la négociation. J'ai déjà fait assez. Pendant des années, j'ai payé leurs prêts immobiliers, leurs factures, tout ça parce qu'ils me l'ont demandé. Mais c'est fini. Je ne soutiendrai plus les personnes qui ne respectent pas ma fille. J'ai raccroché, et bien que Claire ait essayé de me rappeler, je n'ai pas répondu. Je ne voulais plus discuter. Ma priorité était Sophie, et personne, pas même ma famille, n'allait me faire douter de cela. Il n'a pas fallu longtemps avant que mes parents n'apparaissent à ma porte. C'était un après-midi gris, le ciel couvert de nuages menaçant la pluie. Sophie était dans le salon, regardant un dessin animé, blotti dans une couverture, quand la sonnette a retenti. Je me suis levé, m'attendant à ce que ce soit le livreur de pizza que j'avais commandé. Mais en ouvrant la porte, ils étaient là, Jean et Monique Dubois, avec des vêtements froissés, des cernes sous les yeux et une expression de défaite que je ne leur avais jamais vue. « Étienne, s'il te plaît, » a commencé ma mère, la voix tremblante. Nous n'avons nulle part où aller. On nous a pris la maison, la banque l'a saisie. Laisse-nous rester ici, juste pour un temps, jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose. Mon père, qui avait toujours été si fier, me regardait à peine. Ses mains tremblaient tandis qu'il tenait un sac en plastique avec quelques-unes de leurs affaires. « Mon fils, nous ne savions pas que tu le prendrais ainsi, » a-t-il murmuré. Pour Sophie, ce fut une erreur, nous ne voulions pas lui faire de mal. J'ai regardé vers le salon où Sophie continuait d'être absorbée par son film, inconsciente de la scène. J'ai revu son petit visage plein de larmes, ses petites mains luttant avec ses assiettes, ses sanglots tandis qu'elle essayait de plaire à des grands-parents qui ne l'avaient jamais vraiment aimée. Une erreur, ai-je dit d'une voix basse mais chargée de mépris. Vous l'avez humiliée, vous l'avez fait se sentir insignifiante, vous lui avez crié dessus, vous l'avez traitée comme une domestique pendant que vous gâtiez les filles de Claire. Et maintenant, vous venez ici me demander de l'aide? Non, vous n'avez pas le droit d'être près d'elle. Partez. Étienne, s'il te plaît, a supplié ma mère, les larmes aux yeux. Nous sommes ta famille, nous ne pouvons pas être à la rue. Que allons-nous faire? Vous avez clairement fait comprendre que Sophie ne fait pas partie de votre famille, ai-je répondu sans céder. Et si elle ne l'est pas, moi non plus. Cherchez de l'aide ailleurs, mais pas ici. Pas dans la maison où vit ma fille, celle que vous avez blessée sans y penser à deux fois. J'ai fermé la porte, ignorant les cris de ma mère et le murmure de mon père. Mon cœur battait fort, et pendant un instant, j'ai senti un nœud dans l'estomac. C'étaient mes parents, après tout. Mais ensuite, j'ai regardé Sophie, qui m'a souri depuis le canapé, et j'ai su que j'avais fait le bon choix. Ils avaient choisi leur chemin, et moi, j'avais choisi de protéger ma fille. Quelques jours plus tard, Sophie a commencé à parler davantage. Elle avait été plus silencieuse depuis ce jour chez mes parents, et je m'efforçais de la combler d'amour, de jeux, de moments heureux pour qu'elle oublie la douleur. Un soir, alors que je lui lisais une histoire avant de dormir, elle m'a regardé avec ses grands yeux brillants et a dit « Papa, je pardonne aux grands-parents. Je ne veux pas être triste à cause d'eux. » Je suis resté sans voix. Comment était-il possible qu'une enfant de 6 ans ait un cœur si grand?
Je l'ai serrée fort dans mes bras, les larmes aux yeux, lui promettant de ne jamais laisser personne la blesser à nouveau. Son sourire est revenu petit à petit, et chaque jour, je m'efforçais de lui redonner cette étincelle dans les yeux. Elle était mon ange, et je ferais n'importe quoi pour la protéger. Mes parents, en revanche, je ne les ai plus revus. J'ai su par Claire qu'ils avaient fini par vivre dans une petite chambre louée, quelque part en province. Mais je n'ai pas ressenti de pitié. Ils l'avaient cherché. Et même si Sophie les a pardonnés, moi, je ne l'ai pas fait. Je ne le ferai jamais.